Bienvenue dans cette 6e chronique. Que vous soyez binaire ou non binaire, climato-sceptique ou pro-fresque du GIEC, pro-Zelensky ou pro-Poutine, pro-masque ou pro-système immunitaire, pro-retraite à 60 ans ou pro-retraite à 75 ans, etc. Nous continuons vaillamment ce voyage autour de la question qui décide de quoi, au nom de qui, au nom de quoi. Après avoir évoqué dans les chroniques précédentes un monde ubuesque très éloigné du nôtre, la condition humaine contemporaine, un éclairage métaphysique et stratosphérique, un épisode historique fondateur et finalement la Bible, monument culturel emblématique de la culture occidentale, si celle-ci existe encore, aujourd'hui, nous nous aventurons dans le domaine de la psychologie sociale, autour d'un de ces thèmes centraux, la dissonance cognitive. Comment, à notre insu, notre circuiterie mentale oriente et filtre notre lecture de l'environnement, ou comment un formidable biais cognitif nous tient à l'écart d'informations dangereuses pour notre équilibre psychologique. Nous faisons un petit écart à la limite du hors-sujet, mais qui n'en est pas un bien sûr, si l'on comprend l'importance de la qualité de l'information à notre disposition pour prendre une décision ou comprendre et évaluer celles qui sont prises par d'autres de la manière la plus pertinente possible. Ou, plus globalement, si l'on comprend l'importance de prendre conscience de notre fratras mental, que j'appellerai par la suite notre idéologie personnelle, c'est-à-dire l'ensemble de nos croyances, de nos valeurs, de nos comportements passés, notre mémoire, ou tout simplement notre conception du monde, modelée par notre éducation, notre histoire et notre culture. Un fratras mental qui en réalité est scrupuleusement ordonné, ou en tout cas bien gardé, comme nous allons le voir dans cette chronique. J'arrive au terme de l'introduction, vous devriez avoir eu le temps d'éplucher une carotte ou de sortir un paquet de chips du placard. J'en viens donc maintenant au programme faramineux qui nous attend. Une présentation générale, puis quelques thèmes qui m'ont interpellé, et pour conclure, la métatronesque conclusion habituelle. L'ouvrage de Léon Festinger est l'aboutissement d'une recherche qui a fait suite à la demande d'un directeur de la Fondation Ford dans les années 50 à propos d'une proposition d'inventaire concernant le domaine de la communication et de l'influence sociale. C'est durant ce travail qu'a émergé la notion de dissonance cognitive, qu'il a théorisée et validée par diverses expériences. Ceci allait permettre à Ford et aux publicitaires de comprendre un déterminant majeur du comportement. Ce chercheur peut donc se targuer d'avoir transformé la vie de milliers d'entrepreneurs qui auront pu ainsi profiter des mannes de la société de consommation qui aura perduré jusqu'à ces dernières années, avant que la lassitude devant cette frénésie consommatoire s'installe parmi nos dynamiques et audacieuses élites et qu'un certain totalitarisme s'empare à nouveau du monde occidental, mais ceci est une autre histoire. En substance, l'idée est que de la même manière que la faim nous pousse vers les frigos ou l'épicerie bio ou pas du quartier, la dissonance cognitive nous pousse à garder notre idéologie personnelle toujours dans la plus grande cohérence possible. Ainsi, vous ne devriez jamais voir un vegan qui n'a pas perdu toute sa conscience porter une veste en cuir. Vous remarquerez que j'ai choisi comme exemple un type masculin, c'est fortement arbitraire, et je pense que ça vous est égal autant qu'à moi, donc pas la peine de s'étendre davantage sur ce point. Après cette introduction, j'en viens maintenant aux thèmes principaux. La dissonance cognitive. C'est un phénomène qui survient lorsqu'un élément cognitif est en contradiction avec un autre. Un élément cognitif est simplement un élément de notre idéologie personnelle. Réécoutez le début pour ceux qui auraient oublié entre-temps ou qui étaient en cuisine. Cette dissonance survient dans plusieurs situations. Lorsque nous prenons une décision, lorsque nous sommes confrontés à des informations nouvelles en conflit avec notre idéologie personnelle, ou lorsque quelqu'un émet une opinion contraire à la nôtre sur un sujet quelconque. Elle représente une gêne et un sentiment d'inconfort pour notre système cognitif, et dès qu'elle survient, celui-ci, notre système cognitif, met tout en œuvre pour réduire ses effets ou pour simplement l'éliminer. En effet, nous maintenons à un niveau acceptable notre niveau de dissonance cognitive par une vigilance constante, et la découverte de Festinger est d'autant plus remarquable que cela se fait de manière automatique, à notre insu, pour ne pas dire inconsciemment. À cette fin, il y aura refus, déni, étayage ou rationalisation. En gros, on se racontera des histoires pour se convaincre que tout va bien. Prenons un exemple simple et parlant. Vous avez 25 ans et vous découvrez que le Père Noël n'existe pas. Imaginez le choc. Vous avez deux possibilités. Accepter cette idée et revoir toute votre conception de la fête de Noël, ou la refuser en la niant tout simplement, en vous disant que votre petit ami qui vous apprend le poteau rose vous mène en bateau, vous dire que votre petit ami est simplement détraqué, ou relativiser en vous disant que après tout ce n'est pas bien grave, que le Père Noël existe ou pas n'est pas en soi une chose très importante. L'important, c'est que l'on reçoive des cadeaux à Noël, qu'on puisse écrire une lettre avec des vœux,
et que l'on soit récompensé par sa gentillesse au moins une fois dans l'année. Je passe au thème suivant, situation de dissonance. Lorsque nous prenons une décision, nous entrons automatiquement en dissonance, car décider, c'est refuser, et refuser une option entraîne la dissonance entre l'idée d'avoir écarté cette option et toutes les considérations positives et avantageuses afférentes à cette option écartée. En gros, si nous devons choisir entre une option et une autre, c'est qu'elles ont toutes les deux leurs avantages et inconvénients. Donc quand nous choisissons une option, nous laissons de côté les avantages de l'option que nous avons refusée. Et ceci crée donc de la dissonance cognitive. Ce critère permet de distinguer par exemple les personnes qui ont une faible tolérance à la dissonance cognitive. Celles-ci éviteront de prendre des décisions et voient le monde de manière très tranchée, de type noir ou blanc, sans toutes les nuances de gris. Lorsque quelqu'un dans un groupe exprime une opinion contraire à la nôtre, notre niveau de dissonance cognitive augmente également. Pour préciser davantage, le degré de dissonance cognitive peut être défini comme la somme de tous les éléments cognitifs dissonants divisé par la somme de tous les éléments consonants et dissonants, pondérés bien sûr par leur importance relative, sur un sujet donné. En gros, donc, cela relativise l'importance de la dissonance par la quantité totale d'éléments cognitifs dans notre psyché sur le sujet qui nous intéresse. Voilà. On suppose que la dissonance, en général, concerne un thème en particulier et qu'elle convoque tous les éléments relatifs à ce thème. Également, lorsque nous lisons un magazine, nous pouvons être confrontés à une information qui génère une dissonance cognitive. C'est pourquoi nous prenons l'habitude de consulter des médias qui suivent une ligne éditoriale compatible avec notre idéologie personnelle. Ceci peut se rapprocher du biais de confirmation qui tend à nous faire rechercher des informations qui confortent notre vision du monde, ou dit autrement, à diminuer notre dissonance cognitive. Je passe inlassablement au thème suivant, force de la dissonance. L'importance de la dissonance varie en fonction de celle des éléments en question, de la crédibilité ou de la légitimité des sources de dissonance. Par exemple, l'achat d'une voiture coûteuse peut être sujet d'une forte dissonance. La force de la dissonance est inférieure ou égale à la force de résistance la plus faible des deux éléments en présence. En effet, si la dissonance devient plus forte que la capacité d'un des éléments en question à lui résister, celui-ci change et la dissonance disparaît tout simplement. Aussi, les éléments dissonants qui nous intéressent ici sont ceux qui peuvent être difficilement changés. Un élément qui reflète un aspect de la réalité, comme le fait de pleuvoir, ou une croyance figée très tôt dans l'enfance, par exemple. La dissonance peut entraîner une décision qui peut parfois engager l'existence de la personne, comme par exemple Antigone, qui s'oppose à son oncle en enterrant son frère et en enfreignant la loi, ce qui lui vaudra la peine de mort. Après cette note positive, je passe au thème suivant, les stratégies automatiquement mises en œuvre. La stratégie peut être soit défensive, soit offensive. Pour prévenir toute dissonance, chacun évitera de s'exposer à toute source potentielle d'informations dissonantes. Par exemple, vous êtes vegan, vous éviterez de lire un livre de recettes classiques de gâteaux au chocolat, car vous serez exposé à la souffrance de vous abstenir de goûter aux joies de la consommation effrénée d'œufs, de beurre ou de lait. Lorsqu'il est trop tard, la stratégie offensive se met en marche. Il y a deux possibilités. Changer notre croyance ou notre comportement entré en dissonance, soit agir directement ou indirectement sur l'élément dissonant provenant de l'extérieur, pour l'influencer et le transformer, ou tout simplement le nier ou le disqualifier. S'il est impossible de modifier l'élément dissonant provenant de l'environnement, ni l'élément dissonant de l'idéologie personnelle, la solution consiste à créer de nouveaux éléments consonants qui réduiront la dissonance. Il est à noter par ailleurs que lorsque la dissonance devient trop forte, les mécanismes décrits ne sont plus utilisés, comme si l'idéologie personnelle devenait mûre pour intégrer l'élément dissonant et se réajuster pour qu'il devienne consonant. Je passe au thème suivant, le soutien du groupe. Le groupe offre un cadre qui permet à la dissonance cognitive d'être notablement réduite. Lorsque l'élément dissonant à rejeter est partagé par plusieurs autres personnes, le soutien du groupe peut permettre de nier simplement les preuves des faits pour conserver les éléments entrés en dissonance, mais qui ne peuvent être changés. Quand le nombre de ces personnes est important, il s'agit alors de ce que l'on appelle un phénomène de masse. Par exemple, si la mairie décide que tous les hommes de la ville devaient accepter de devenir des femmes pour avoir une égalité parfaite entre citoyens, une certaine dissonance pourrait émerger chez certains individus. Ces personnes réfractaires pourraient se réunir et discuter de tous les avantages pour les hommes de rester des hommes. Ainsi, leur dissonance serait grandement diminuée et il leur serait plus facile de résister à l'appel du bistouri. De la même manière, ils pourraient aussi se réunir pour discuter de tous les avantages pour les hommes à devenir des femmes. Ainsi,
on voit bien que la dissonance cognitive en soi n'est pas forcément négative. C'est un état mental qui indique un souci temporaire d'adaptation entre soi et l'environnement. Et surtout, il s'agit d'un état mental inconfortable qui peut être plus ou moins verbalisé ou conscient chez l'individu, ce qui influera sur le mode de résolution de ce conflit intérieur, dans la mesure où ce conflit est porté à la conscience. Je passe au thème suivant, et c'est le dernier, donc courage, nous sommes bientôt arrivés à la fin. Alors, les conséquences de quoi? De la théorie de la dissonance cognitive. Celle-ci nous enseigne, entre autres, qu'il est possible d'influencer un individu en lui donnant des moyens de diminuer sa dissonance plutôt que de l'orienter directement par des idées qui lui soient donc favorables. Ou encore, elle nous enseigne que les médias de masse ont plus d'impact sur des sujets qui font difficilement l'objet de discussions au quotidien, car ces sujets ne bénéficient alors pas de l'effet du soutien du groupe. Ces médias ont également plus d'impact sur des individus socialement isolés, car ceux-ci sont plus vulnérables à la dissonance cognitive pour les mêmes raisons. Après ce survol plus ou moins rapide et plus ou moins léger, j'aborde la conclusion promise qui vous gargarisera de joie. Comment appréhender cette question du qui décide de quoi, au nom de qui, au nom de quoi, si l'on n'est pas averti des œillères par défaut qui orientent notre vision du monde, des œillères qui protègent des croyances solidement ancrées en nous et parfois sur des bases qui échappent à notre claire compréhension et notre claire acceptation pour notre avantage et notre désavantage. Ces derniers temps, avez-vous été surpris de voir des personnes prendre une position inattendue sur certains sujets, tandis qu'elles font preuve d'un plus grand conformisme sur d'autres? Ceci illustre la diversité de nos idéologies personnelles et de l'importance du soin que nous avons porté à garder une architecture mentale souple et critique. Cette souplesse mentale pourrait nous permettre de rester vigilants face aux mutations d'un monde changeant de plus en plus vite, et elle explique en partie pourquoi nous pouvons nous échapper provisoirement de nos schémas routiniers sur certains sujets et non sur d'autres. La théorie de la dissonance cognitive nous enseigne sur la puissance du groupe qui nous permet de résister aux changements imposés de l'extérieur, ce qui peut être utile lorsqu'il est orienté par des raisons obscures ou des intérêts tout aussi inconnus. Sur ces bases de connaissances nouvelles, pour certains d'entre vous, nous sommes donc mieux équipés pour continuer plus avant notre quête. J'espère que vous aurez la patience d'attendre la prochaine chronique. Avant de partir au pôle sud, vérifiez par vous-même si la Terre est plate ou non. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée et vous dis à bientôt peut-être. Alors c'est une première dans les chroniques, je rajoute une petite extension après la conclusion pour compléter un peu ce qui a été dit précédemment. Voilà, alors ce que je vous propose de retenir de cette chronique, c'est que la dissonance cognitive est un mécanisme automatique qui fonctionne sans que l'on en soit forcément conscient, qui est toujours à l'œuvre et qui écarte à notre insu certaines informations sur le seul fait qu'elles ne sont pas cohérentes ou qu'elles rentrent en contradiction avec nos idées ou nos schémas préétablis. Alors, pour compléter davantage, quels seraient les moyens pour éviter ce biais? Eh bien, je pense tout naturellement à ce principe, ce mantra du sage Jiddu Krishnamurti, qui était un sage, un écrivain et un littéraire et aussi un philosophe qui a vécu au XXe siècle, nous encourageait à nous répéter régulièrement « je ne sais pas ». Le simple fait peut-être de dire « je ne sais pas » peut-être mettre temporairement de côté tous nos a priori et nous permet d'envisager les situations, les informations qui s'invitent à notre curiosité, à les considérer sous un angle neuf. Voilà. Alors Krishnamurti nous alertait sur le fait que nous vivions constamment dans le passé par le prisme de notre mémoire et il nous encourageait à vivre vraiment l'instant présent, un peu comme Eckhart Tolle nous incite à profiter, à vivre le moment au travers de son livre phare, vivre le moment présent, je crois, quelque chose comme ça. Voilà. Eh bien cette fois c'était tout. Merci.